Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Économie, a été réalisée le 24 janvier 2020. S'il y a bien un sujet controversé dans le monde, et surtout dans le monde de spiritualité, c'est l'économie. C'est quelque chose que nous avons toujours du mal à comprendre, à reconnaître, à accepter ou même à saisir. La vérité, c'est que le monde a utilisé l'économie comme un moyen de contrôle, et cela s'est aggravé dans notre subconscient. Mais d'une certaine manière, tout découle de l'économie, et sans elle, rien n'existerait, n'est-ce pas? C'est vrai, le mot économie vient du terme grec oikos, maison, et du verbe neimein, distribuer. Le concept oikonomia fait référence à la gestion d'une maison. Et par gestion, j'entends la répartition des tâches et des ressources. Lorsque les premiers humains se sont organisés en petits groupes, en troupeaux d'hominidés sapiens, ils ont compris que la meilleure façon de survivre était que chacun d'entre eux ait une tâche spécifique, chargée d'une fonction particulière. Cela garantissait leur subsistance, car chacun avait une responsabilité à assumer, ce qui générait sécurité et ressources. Lorsque les humains nomades se sont consacrés à la chasse et à la cueillette, les fruits, la viande et les os étaient répartis entre les membres du clan afin de répartir le poids pendant le voyage. Chacun emportait ce qu'il pouvait manger et en chargeait davantage en raison de sa force. Chacun gagnait sa nourriture en faisant partie de l'équipe, car ceux qui ne contribuaient pas ralentissaient le groupe. Lorsque les sapiens ont découvert l'agriculture, ils sont devenus sédentaires et ont compris que la meilleure façon de subsister était d'accumuler des biens pour passer l'hiver ou la sécheresse. Pendant une partie de l'année, ils semaient, récoltaient, chassaient, produisaient, et l'un d'entre eux était chargé de gérer ce qui allait dans la réserve d'hiver. Sécheresse et quel pourcentage était réparti entre les individus. Cela me semble juste. Cela assurait la survie, mais pas toujours. À certaines périodes de l'année, même en travaillant dur pour obtenir des ressources, celles-ci commençaient à se raréfier et il était impossible de passer l'hiver. Ils n'avaient alors d'autre choix que de demander de l'aide à d'autres clans, à d'autres familles. Si une famille manquait de graines ou une autre de viande, elle échangeait le poids de viande contre le poids de graines, créant ainsi le troc. Le système d'échange par valeur, c'est quelque chose d'assez subjectif, car qui définit la valeur des choses? C'est précisément pour cette raison que le poids était le moyen d'évaluation. La valeur est un terme indo-européen, wal, qui signifie force. La force qu'un individu possédait pour travailler, se battre, discuter, était ce qui assurait la vie. C'est pourquoi les choses de la vie sont évaluées en fonction de ce qui donne de la force au corps. De ce fait, la manière la plus claire de donner de la valeur à quelque chose est par sa force en poids. 1 kilo de graines équivaut à 1 kilo de viande. Ce n'est pas tout à fait vrai, car obtenir de la viande et des graines exige des temps de production différents et des compétences très différentes pour les obtenir. C'est ce que certains pensaient du troc, et c'est pourquoi il a échoué. Et cela était dû à un élément clé. Qu'est-ce qui différencie le travail d'un médecin de celui d'un agriculteur, d'un architecte et d'un enseignant, d'un artisan et d'un artiste, d'un cuisinier et d'un transporteur? Je ne sais pas. C'est la force de l'être, la valeur que l'on accorde soi-même ou en tant que groupe à cette fonction par rapport aux besoins de l'environnement. Dans un environnement où les transporteurs font défaut, le transport sera plus cher. Dans un endroit où les artisans sont nombreux, les travaux seront beaucoup moins chers. C'est la quantité d'un produit ou d'un service qui régule sa valeur. Mais il existe également un autre facteur, la qualité. En effet, il peut y avoir beaucoup de produits identiques, mais tous de mauvaise qualité. Et par conséquent, un même objet de meilleure qualité, fabriqué avec plus de soin, aura plus de valeur. Par exemple, en termes de quantité, la laitue
et la tomate sont moins chères que l'ananas ou l'avocat, car elles poussent beaucoup plus vite que ces derniers, qui ont besoin d'au moins 2 ans et demi pour donner leurs premiers fruits. Et en termes de qualité, une laitue rongée par les insectes, faible et molle, n'est pas la même chose qu'une laitue rugueuse, forte et croquante, avec des feuilles saines. Le rapport valeur-quantité commence à s'appliquer lorsqu'il y a abondance de choix. Le rapport valeur-qualité s'applique lorsqu'il y a abondance et stabilité, sécurité de survie. La même valeur de qualité attribuée à un aliment commence à être attribuée aux outils, aux emplois, aux services et même aux idées. Au moment où les clans ont formé des royaumes et donné naissance aux civilisations, la valeur a cessé d'être déterminée par le poids du produit et est devenue la valeur conceptuelle des connaissances et des compétences. Cela a posé un problème. Avec une telle quantité de services et de produits, tout le monde avait quelque chose à apporter, mais tout le monde n'avait pas les mêmes valeurs à échanger. Une décision intelligente a donc été prise, créer une monnaie d'échange. Les métaux. Afin d'éviter tout problème lié à l'échange de valeurs, les royaumes ont décidé de créer un moyen d'échange facile à gérer et à distribuer, à comptabiliser et à peser, et dont le poids pouvait être équivalent à celui de n'importe quel objet. Ainsi, si quelqu'un était payé par un service, il n'avait pas besoin d'échanger à nouveau ce service pour pouvoir manger, car cela aurait été impossible ou asservissant pour certains. On a donc cherché des minéraux dont la quantité et la qualité pouvaient être comptabilisées et contrôlées, comme le bronze, l'argent et l'or. Cependant, de nombreuses cultures ont opté pour une autre forme d'échange, les graines. Les graines constituaient un excellent moyen d'échange à une époque où 99% de la population mondiale était agricole. L'échange de graines était une monnaie qui ne manquait jamais, car elle se reproduisait toujours, puisqu'à partir d'une graine, de nombreuses plantes pouvaient pousser et rapporter plus d'argent. Que cela se reproduise entre vos mains, comme on dit souvent lors des échanges. C'est un système génial. Mais inutile pour une civilisation comme la nôtre. Aujourd'hui, seul un petit pourcentage de l'humanité vit de ce qu'il cultive, car la plupart des emplois sont liés à des domaines principalement intangibles ou à la production de services. Échanger des graines aujourd'hui n'aurait aucun sens. C'est une utopie. Pourquoi? Parce que, pour que ce système fonctionne, chaque habitant devrait d'abord posséder au moins un potager d'environ 200 mètres carrés, avec un terrain pour quelques animaux, au moins des volailles. Ainsi, on pourrait échanger des œufs et des graines fertiles, qu'ils se reproduisent. Mais cela exigerait que chaque être humain récolte son propre argent. Personne ne pourrait voyager, personne ne pourrait acheter une maison, personne ne pourrait aller manger au restaurant, personne ne pourrait suivre un cours. Car, pour tout ce qui porte ses fruits, tous les emplois devraient être liés à l'agriculture. Tu comprends? Que pourrait faire quelqu'un qui se consacre à autre chose, qui n'a rien à voir avec l'agriculture? Rien. Je comprends. C'est pourquoi parler de troc ou d'échange de semences au XXIe siècle est un concept dépassé. Il est temps de se tourner vers le verso, Et là, l'économie sera différente. car ce ne sera plus une maison, la maison sera le monde, et l'administration se fera en réseau. Comme nous le disions auparavant, l'option du métal a été choisie. Le minerai a reçu une valeur en fonction de son poids, mais aussi en fonction de sa rareté ou de sa quantité et de sa qualité. Car un petit diamant valait autant qu'une énorme poignée d'or, et une poignée d'or équivalait à une grande quantité d'argent. Cela a généré différents types de valeurs. Les mines étaient chargées d'assurer la valeur des métaux en circulation, c'est-à-dire qui circulaient entre les personnes, d'où le mot anglais currency, prenant du latin currens, courir. À Rome, dans les mines du Capitole, le minerai était extrait au pied du temple de Junon conseillère, celle qui annonce ou avertit de l'approche des ennemis. En latin, annonciatrice se dit moneta, du verbe monere, avertir. Et comme c'est là que les valeurs des poids étaient produites, elles étaient frappées à l'effigie de Junon moneta, d'où est né le concept de monedas, qui a donné monnaie en anglais. En Ibérie, un autre minerai valait son poids en 10 unités, ce qui en latin s'appelait deni, 10 fois, et donnait son nom à la monnaie denarius, d'où le concept de dinero en espagnol.
À partir de là, l'intendant de la maison économisait en pièces, en métaux, et les utilisait pour les échanger contre des objets ou des services. À l'époque du colonialisme, les pays envahisseurs des Amériques ont trouvé des montagnes contenant des tonnes d'argent et d'or dans les mines des Andes et des Rocheuses. Le poids du minerai a donc été réévalué, ce qui a donné naissance aux pièces américaines appelées pesos. Et le paiement en pesos est appelé salaire, car les gens étaient payés en sacs de sel provenant des mines. Quoi qu'il en soit, c'est un système injuste, car certains ont plus que ce dont ils ont besoin. Ce système est injuste parce que les personnes qui l'utilisent ne sont pas justes. Revenons au concept de pouvoir. Le manque de pouvoir personnel et de cohérence intérieure pousse les humains à rechercher le pouvoir à l'extérieur par le biais d'un héritage extérieur. En d'autres termes, ils considèrent que leur subsistance dépend du maintien du pouvoir nécessaire pour contrôler les autres. Dans un monde où la force physique a été remplacée par la valeur des minéraux et leur échange, la force et le poids commencent à être détenus par les riches et non par les forts. Et les faibles et les pauvres deviennent les sujets des premiers. Quelle serait la solution? Éliminer la pauvreté? Éliminer la richesse? Ni l'une ni l'autre. La solution est d'être cohérent et de se poser la question suivante. Ai-je vraiment besoin de ce que j'ai? Est-ce que je contrôle les autres avec ce que j'ai ou ce qu'ils n'ont pas? Pourquoi ai-je besoin de ce que je veux? Des questions comme celle-ci nous aident à réaliser si nous sommes cohérents ou non. Écoute, le mot pauvre vient du latin pauper et signifie stérile. Stérile? Comme une femme ou un homme qui ne peut pas avoir d'enfant? Comme une terre qui ne peut pas donner de fruits? C'est exact. Il est dérivé de pauco, peu, et paré, donner naissance, engendrer. À l'opposé, on trouve ceux qui possèdent beaucoup, les puissants, les riches, qui viennent du gothique reik, c'est-à-dire qui gouverne, qui a le droit, la force. En Méditerranée, en raison de la familiarité des oligarques avec la divinité par héritage hiérarchique, ils étaient connus sous le nom de divos, c'est-à-dire ceux qui ont tout, comme un dieu. Cette perception des riches oligarques provient des visions anciennes selon lesquelles les puissants étaient un groupe qui héritait du pouvoir par les liens du sang et de la divinité. Et les pauvres étaient ceux qui ne savaient pas produire par eux-mêmes, qui dépendaient des autres pour vivre. Pendant des siècles, les riches, pour conserver leur pouvoir, ont retiré de plus en plus de droits aux individus afin qu'ils dépendent constamment de la hiérarchie. Cependant, avec la Révolution industrielle et la Révolution française, cela a commencé à prendre un tournant historique. Car beaucoup de ceux qui auparavant ne pouvaient pas produire avaient désormais la possibilité de s'épanouir. Au cours du siècle dernier, le développement de la classe moyenne a permis à beaucoup de voir qu'il était possible de trouver l'égalité, de sortir de la pauvreté, sans avoir besoin d'entrer dans la richesse ou vice-versa. Cependant, cela reste un système de contrôle. Il est facile de se plaindre des idéologies depuis un bateau sous le Nil en regardant le paysage. Bon point. Quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'autre moment dans l'histoire où la richesse, les opportunités et la liberté ont été aussi grandes qu'aujourd'hui. Il est important que vous puissiez apprécier ce qui a été accompli. Vos esprits sont comme ce pessimiste qui commence à aller mieux après une longue et pénible maladie et dont la réaction est « oui, mais je ne suis pas guéri. Pour guérir, il faut d'abord se soigner. » Ce n'est pas de la magie, et la seule façon de se guérir est de reconnaître le passé, de s'en libérer et de reconnaître les réalisations du présent. Ce que vous considérez aujourd'hui comme un conflit était, il y a 100 ans, le plus grand des rêves. Je comprends. C'est ce que nous disons toujours. Nous nous plaignons sans cesse de ce qui nous arrive sans évaluer tout le chemin que nous avons parcouru. Après des milliers d'années de troc, la monnaie a été inventée. Et après des milliers d'années de monnaie, de nouvelles formes électroniques sont en train d'être inventées grâce à Internet. Cela signifie-t-il que l'argent va disparaître? Beaucoup de gens considèrent que le mal de l'humanité est l'argent. Hé hé, non, ce n'est pas l'argent. Je te propose d'imaginer un monde sans argent,
où vivent 8 milliards d'habitants qui veulent être libres dans le monde. C'est compliqué pour moi. Bien sûr, parce que la seule solution à un monde sans argent est une dictature. Pourquoi? Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais sans quelque chose d'extérieur qui évalue le poids des choses extérieures en fonction des besoins des individus, leur valeur doit être imposée par une idéologie. Cela conduirait tout le monde à voir la même chose et générerait un protectionnisme des ressources territoriales. C'est là que de nouvelles formes d'échange commencent à être inventées. L'être humain est nomade, intelligent. Il cherche des solutions aux conflits. Et c'est pourquoi il échangera toujours des choses. L'argent est l'une d'entre elles. L'argent avec lequel tu payes la nourriture pour ta famille et tes études est le même argent qui sert à payer les armes pour les guerres et la drogue pour la mafia. Est-ce l'argent qui était le problème ou est-ce la déviation déformée de la conscience humaine? Clairement, la conscience humaine. Ne gaspille pas ton énergie à mener une bataille contre un morceau de métal ou de papier, alors que la véritable transformation se trouve en toi. Les idéologies politiques manipulent les individus en leur faisant croire qu'il existe des groupes oligarques qui contrôlent leurs ressources grâce au poison de l'argent, uniquement pour obtenir le pouvoir sur leur conscience. C'est ce que l'on observe dans de nombreux pays, n'est-ce pas? La croyance selon laquelle protéger ce qui nous appartient et répartir les ressources, à part égale, permet de distribuer la richesse. Exactement. La richesse ne peut être distribuée. Elle ne peut qu'être générée. Personne n'est riche par accumulation, mais par génération. Obtenir une ressource sans participer à sa génération vide l'individu de son pouvoir, donnant ce pouvoir à celui qui la lui donne. Cela me rappelle, apprends-lui à pêcher, ne lui donne pas de poisson. Lorsque vous donnez du poisson, vous retirez du pouvoir et de la valeur à l'individu. Lorsque vous lui apprenez à pêcher, vous lui donnez du pouvoir et de la valeur. La richesse, comme nous l'avons dit, signifie pouvoir, gouverner. Elle ne signifie pas avoir. Les riches ne possèdent rien. Ils administrent simplement leur pouvoir. Mais il existe une lutte historique entre les riches et les pauvres. L'oligarchie existe toujours. Elle n'existe qu'à cause de l'ignorance. Dans quel sens? La religion a construit une idée spirituelle autour de la pauvreté, la décrivant comme le chemin vers le salut. Le royaume des cieux appartiendra aux pauvres. Cette idée a été utilisée au Moyen Âge pour contrôler et conformer les classes serviles et agricoles. Travaillez dur, car même si vous ne gagnez pas dans la vie, vous gagnerez au ciel. L'idée a été adoptée par la politique, car elle était utile pour contrôler de grands territoires impériaux avec de grandes populations. Elle a ainsi été transmise aux idéologies qui se sont concrétisées dans l'éducation, canalisant les idées des opprimés, la lutte pour les droits, l'égalité, enduite de concepts classistes. Dans la plupart des cas, avec un message clair, choisissez le bon représentant et il vous donnera tout ce que vous demandez. Manipulation. C'est ainsi que vous en êtes tous venus à croire que vous vivez en démocratie, alors que cela n'a jamais été le cas. À force de répétition, on vous a fait croire que la richesse était l'ennemi, que la pauvreté était une condition, que la seule façon d'en sortir est d'éliminer l'une des deux et de dépendre d'États capables d'agir comme des mères et des pères. Certains sont plus libéraux que d'autres, mais l'idée reste la même. Et les entreprises? Le mot entreprise vient de entreprendre, c'est-à-dire réaliser quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Tout être humain est entrepreneur par nature, mais en perdant son pouvoir personnel, en grandissant dans une culture basée sur la peur et la manipulation des individus, il a donné toute sa valeur aux entrepreneurs sans peur. Au cours de la révolution industrielle, l'expansion des usines permet aux marchands d'obtenir beaucoup plus de ressources que les riches oligarques des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est ainsi qu'apparaît la mercadocratie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du latin merx, marchandise. Quel paradoxe que Marx en latin signifie marché. Le marché fait à nouveau partie de l'oligarchie, alors qu'il était venu pour y mettre fin. Pourquoi cela se produit-il encore et encore? C'est pourquoi nous le répétons encore et encore. Le problème ne réside pas dans les objets ou les systèmes,
mais dans l'être humain et son incapacité à être cohérent et harmonieux. Dans sa quête de survie, il s'assure le pouvoir sous différentes formes de hiérarchie. C'est quelque chose qui se produit dans toutes les familles, et de là, dans le monde. Vous ne pouvez pas juger le monde parce qu'il est le monde, car il est composé de familles. Et ce sont elles qui façonnent le monde. Ce sont les petites consciences qui créent la superconscience. Et si elles ne prennent pas le pouvoir sur elles-mêmes, elles laisseront toujours la décision à la superconscience. Comment résoudre tout cela? À la maison, c'est là que naît l'économie, surtout à l'endroit où tout a commencé, dans la cuisine. Les anciens géraient la nourriture pour survivre. C'est là que naît la véritable économie, qui est donc liée à la peur de mourir de faim, de perdre le contrôle de sa vie. L'économie ne se résout pas avec des philosophies de nature économique, ni avec les stratégies des ministres et des économistes. L'économie se résout avec ce qui nourrit mon cœur. Le cœur. Le système économique est lié dans la nature biologique au système circulatoire. Le cœur est comme une banque, mais au lieu d'accumuler et de stocker, il gère en faisant circuler vers chaque organe. Les veines transportent les ressources que vous appelez sang, et les organes en absorbent juste ce qui est nécessaire à leur fonctionnement. Certains jours, ils ont besoin de plus, d'autres jours, ils ont besoin de moins. Ils n'accumulent jamais, mais ils ne sont pas non plus tous identiques. Les organes savent ce dont ils ont besoin et collaborent entre eux en faisant circuler les ressources. Cela est possible parce que chaque cellule, chaque individu est conscient de lui-même, de la place qu'il occupe, et ne dépend pas du gouvernement central appelé cerveau pour gérer son propre foyer. La question à se poser est de savoir si nous sommes capables de gérer nos propres ressources émotionnelles et physiques. En tant qu'être humain, êtes-vous capable d'échanger? Quelles sont les ressources dont vous disposez? Êtes-vous fertile? Dans quel domaine? Partagez-vous votre récolte? Dépendiez-vous de quelque chose d'extérieur? De quoi? Avez-vous le pouvoir et le contrôle de votre vie? Ou à qui le devez-vous et le confiez-vous? Je pense que ce sont les questions les plus difficiles. Répondre à la façon dont nous vivons notre économie émotionnelle et physique. Votre don et votre réception commencent dans le cœur, dans la manière d'entrer en relation. Si vous ne savez pas donner et recevoir émotionnellement, vous aurez le chaos dans votre vie économique. Et par chaos, j'entends la pauvreté ou la richesse, car les deux sont des extrêmes inutiles pour un être équilibré. La clé pour restructurer une nouvelle économie est de revenir au cœur. Que dire à ceux qui affirment que les choses invisibles ne peuvent être facturées, c'est-à-dire que les travaux spirituels ou de conscience ne peuvent être facturés? Il y a une grande différence entre le service et le travail. Le service a une grande valeur qui est incalculable. Il est donc absurde de le facturer, car si ce service est vraiment la valeur qui lui est attribuée, tout ce dont vous avez besoin vous sera donné afin que vous puissiez le faire selon la loi de correspondance. Si le service ne vient pas du cœur, il y aura de la pauvreté. D'autre part, on peut utiliser son don comme une forme de travail sur Terre, sans que ce soit un service. Tous les travaux rémunérés sur Terre sont dus au don de celui qui les exerce. Et la spiritualité n'est pas exemptée de cette loi. Vous avez un corps avec des besoins fondamentaux dans la troisième dimension, et l'économie est née pour gérer ce corps. Je peux donc travailler dans le domaine de la spiritualité comme n'importe quel don et l'évaluer comme je l'entends. Mais lorsque je me mets à rendre un service, lui attribuer une valeur ou le facturer est absurde, car cela signifie que je ne fais pas confiance à ce service. Cette année, je me suis mis au service et j'ai reçu plus que jamais grâce à cela. Et pourtant, j'ai continué à travailler, car je considère que je mérite de vivre cette vie comme j'apprécie mon propre être. Comme toujours, tu sais ce que c'est que de donner et de recevoir en équilibre. Quand tu sais le faire avec ton cœur, peu importe ensuite ce que tu utilises, que ce soit des services, des minéraux, du sel ou des graines, si ton cœur n'est pas cohérent, tu essaieras d'économiser ou de te battre pour tout ce à quoi tu as donné de la valeur. Et la valeur est conceptuelle.
C'est une idée, c'est imaginaire. Il n'y a qu'une seule vraie valeur dans la vie, manger et dormir. Il n'y a qu'une seule valeur transcendantale dans la vie, se reproduire ou produire. Il n'y a qu'une seule valeur existentielle dans l'univers, l'unité qui se mesure en amour. Le Verseau arrive et l'économie sera différente. Les formes le seront, mais pas la valeur, si tu ne récupères pas ton pouvoir perdu. Valorise-toi, retourne au foyer de ton cœur et tu comprendras la véritable économie. Dis-moi, quelle est ta valeur?